Bonjour. Alors, compte tenu de l'actualité brûlante avec la mission DART de la NASA qui a fait un impact sur Dimorphos et qui nous a montré des choses très étonnantes qu'on est encore en train d'essayer de comprendre en analysant les données, je me suis dit que c'était opportun de rappeler une chose que démontre cette mission, c'est que finalement, quand on va voir un petit astéroïde, il faut pouvoir le toucher. En effet, en général, on fait des missions spatiales, qui vont prendre des images d'un objet. Donc on a des images de surface et à partir de ça, on essaie de comprendre quelle est sa composition, quelles sont ses propriétés physiques. Mais en réalité, ce que nous ont déjà montré des missions passées comme celles qui ont récolté des échantillons, notamment la mission OSIRIS-REx de la NASA et la mission Hayabusa 2 de la JAXA, c'est qu'on ne peut pas se fier aux images pour, déterminer quelles sont les propriétés mécaniques et en particulier la réponse de la surface à une sollicitation externe. Et ça a été démontré notamment avec d'abord l'expérience d'impact de la mission Hayabusa 2 sur l'astéroïde Ryugu. Alors c'était un petit impact, c'était pas l'impact d'un satellite comme DART de 570 kg à 6 km par seconde, c'était un petit projectile de 2 kg lancé à 2 km par seconde sur la surface de cet astéroïde de 900 mètres de diamètre. Et en réalité, alors qu'on était déjà plusieurs mois au-dessus de cet objet et qu'on voyait des roches, qu'on voyait des structures qui nous semblaient dire que cet objet a un peu de résistance mécanique, eh bien, la taille du cratère de 17 mètres est si grande qu'on ne peut l'expliquer que si on suppose que la surface a très peu de cohésion. Et quand je dis très peu, ça se joue à 1/10 de pascal près, sachant qu'un pascal, c'est l'équivalent de la pression d'une feuille sur ma main. Donc on voit la sensibilité à la cohésion de la surface de ces petits corps, et ça, on ne peut pas l'appréhender avec les images, et on ne pouvait pas penser que la surface réagirait presque comme un fluide, alors qu'elle nous montre des roches. Et d'ailleurs, certaines roches ont été déplacées, ce qui veut dire que tout n'est pas fluide, c'est encore plus compliqué que ça. Encore plus frappant, c'est la mission OSIRIS-REx de la NASA qui, elle, a fait une récolte d'échantillons le 20 octobre 2020 et qui, pour ça, eh bien, a utilisé un bras de 3 mètres de long, au bout duquel il y avait un cylindre, hein, et ce cylindre, une fois posé sur la surface, eh bien, ça leur produisait du dégazage d'azote et ça créait donc un vent qui permettait d'entraîner les poussières dans le cylindre, tout ça en 5 secondes. Et en fait, quand ce cylindre a touché la surface, eh bien, il s'est enfoncé comme, encore une fois, presque un fluide, comme dans du beurre mou, on va dire, alors que nous étions restés 2 ans au-dessus de l'astéroïde Bennu, de 500 mètres de diamètre, avec des images absolument extraordinaires, hein, parce que je dois dire que les caméras de la sonde OSIRIS-REx sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Et donc, alors qu'on avait ces données, ces images de surface très détaillées, on a fait des survols à basse altitude, qui nous montraient des roches avec des fractures, de différentes morphologies d'ailleurs, des roches rugueuses, d'autres plus angulaires, etc. Et donc, on pouvait s'attendre à ce qu'une fois qu'on touche la surface, ça soit un peu dur au moins. Eh bien, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, si les propulseurs n'avaient pas été activés, la sonde continuait à s'enfoncer. Donc ça montre bien que ces objets ont des comportements très contre-intuitifs par rapport au comportement de la matière sur Terre et sur laquelle est basée notre intuition. On est dans la gravité terrestre et donc tous les jours on expérimente ce comportement. Eh bien, sur un astéroïde dont l'attraction de surface est très faible, les choses sont très différentes. Et on ne peut pas se fier aux images pour savoir si c'est dur ou pas. Et d'ailleurs, grâce à ces missions, on a compris, on pense, pourquoi c'est le cas. Alors ça serait l'objet une autre vidéo, mais en tout cas, ça montre qu'en commençant à interagir avec eux, en ayant toutes ces données, on commence un petit peu à mieux les connaître et on est en fait en quelque sorte dans une phase d'apprentissage où, on expérimente différentes choses, et puis on voit comment ça réagit et petit à petit notre connaissance augmente, donc c'est vraiment, très important de le faire et c'est là qu'intervient d'ailleurs DART grâce à l'impact haute vitesse qu'elle a fait sur la petite lune Dimorphos de l'astéroïde Didymos, qui nous a à nouveau montré que le résultat a une ampleur beaucoup plus grande que celui qu'on attendait. Et c'est là aussi que Hera va jouer, puisque Hera va aussi, lorsqu'elle va atteindre l'astéroïde Didymos fin 2026 et faire sa phase d'exploration pendant 6 mois en 2027, eh bien non seulement elle va nous produire des premières mesures telles que le sondage interne d'un astéroïde avec un radar basse fréquence, mais aussi ces 2 CubeSats qui vont être déployés pour pouvoir faire ces mesures, eh bien au moins l'un d'entre eux va atterrir et muni d'un accéléromètre
va nous donner des informations sur le comportement mécanique de la surface, cette fois-ci pas face à un impact haute vitesse comme DART, mais grâce à un impact, on espère, basse vitesse pour que le CubeSat survive. Et ça, c'est aussi une donnée intéressante, c'est-à-dire qu'on aura du coup deux connaissances du comportement mécanique, une apportée par un impact dans un régime haute vitesse, au-delà de la vitesse du son du matériau que constitue Dimorphos, qui constitue Dimorphos, mais aussi grâce à un atterrissage en douceur, avec certainement des rebonds, puisque la gravité est très faible, va encore nous donner d'autres informations sur le comportement mécanique. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est essentiel. Quand on fait une mission vers un astéroïde, ça vaut vraiment le coup de toucher. D'ailleurs, il faudrait à chaque fois, parce que c'est le seul moyen de déterminer si on a affaire à un sol qui a de la résistance ou qui n'en a pas. Et ça a des implications non seulement pour la défense planétaire, parce qu'évidemment, il faut savoir si l'objet est fragile ou pas, est-ce qu'il faut beaucoup d'énergie pour le dévier. Ça a aussi des implications pour la conception des outils de récolte d'échantillons, hein, les industries qui doivent concevoir ces outils. Elles ont besoin de savoir est-ce qu'on a affaire à des objets qui ont peu de cohésion ou beaucoup de cohésion, ça change beaucoup de choses. Et aussi pour les agences spatiales, les pays et les industries intéressées par le volet ressources spatiales, puisque il y a toujours cette idée de pouvoir exploiter les ressources de ces astéroïdes pour pouvoir, par exemple, les utiliser comme des stations-service ou utiliser leurs ressources pour explorer plus loin plutôt que d'utiliser les ressources terrestres. Et en fait, toutes ces opérations ont besoin de la connaissance du comportement mécanique de ces objets. On a déjà eu une connaissance de deux objets de type carboné, Bennu et Ryugu, avec les missions OSIRIS-REx et Hayabusa 2. D'ailleurs, les deux ont réagi à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, en dépit de ce que l'on voit à la surface, il semble que la cohésion soit vraiment très faible. Mais maintenant, il faut voir pour les autres classes d'astéroïdes. Didymos, la cible de DART et de Hera, est un astéroïde de type silicaté, donc une autre classe d'astéroïdes que la classe de Bennu et Ryugu. Donc on va voir si effectivement, aussi bien avec les données de DART et les données des CubeSats de Hera, eh bien, on trouve un comportement qui est différent de ceux des carbonés. Il faudrait refaire en fait ce genre d'opération pour d'autres objets. D'ailleurs, on a l'astéroïde Apophis qui va passer près de la Terre en 2029 et qui pourrait constituer un laboratoire naturel parce que lui, pour le coup, va subir les forces de marée avec la Terre en passant à moins de 36 000 km de notre planète. Et peut-être qu'on pourrait observer des petits mouvements de surface ou alors rien du tout, c'est justement ce qu'on ne sait pas, ce qui nous donnerait aussi des connaissances sans même toucher de son comportement mécanique. Et c'est la même classe que Didymos. Donc on pourrait ainsi espérer pouvoir mettre dans des boîtes les différentes classes si on trouve des comportements systématiques en fonction de la classe, qui serait la meilleure nouvelle pour les industries, pour la défense planétaire et tout le volet d'interaction avec ces objets. Donc c'est un petit peu ça qu'on cherche à faire. Et donc je voulais vraiment insister sur ce point-là. Ces objets-là sont fascinants parce qu'ils nous montrent une complexité géologique qu'on n'attendait pas sur des petits bouts de cailloux. Et aussi, ils nous défient quant à leur comportement et à leur réponse aux actions externes on leur fait subir. Et donc, il est important de continuer ce type d'action qui, pour l'instant, nous surprennent, ce qui veut dire qu'on n'a encore pas tout compris, loin de là. Mais on espère petit à petit diminuer ce niveau de surprise pour avoir une compréhension un peu plus robuste qui permet de mieux préparer les missions futures. Donc, il faut encore accepter de prendre des risques, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est très important pour pouvoir justement continuer à avancer dans nos connaissances et ainsi arriver un jour à mieux maîtriser ce genre d'opération. Voilà, tout ça, c'est très fascinant et je voulais partager cela avec vous. Merci.